le journal. Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, le gouvernement et ses partenaires sont autour de la table pour définir les contours des mécanismes d'investissement, de consolidation de la paix, sans tambour ni trompette. Tout sera débattu pour une paix durable au Mali. Agra à les mains pleines dans notre pays. Le projet débloque 1,2 milliard de francs CFA pour la jeunesse de Koulikoro, Sikasso et Ségou. In fine, c'est l'installation de 115 000 jeunes et femmes qui sont installés dans l'horticulture, l'élevage et des technologies vertes pour assurer une autosuffisance alimentaire pour notre pays. L'invité de ce 13h dimanche est Mamadou Tchornonso, le directeur général des transports. Avec lui, on parlera de l'état des transports au Mali, dans la Confédération AES et sur les nouveaux mécanismes en matière de transport établis par le gouvernement du Mali. Dans la page internationale, au Nigeria, une attaque terroriste fait plus de 46 morts au centre-ouest du pays. Et puis ce dimanche, l'Union africaine s'est réveillée avec un nouveau président à sa tête. Il s'agit de Évariste Ndayishimiye, président du Burundi. Il remplace celui de l'Angola, João Lourenço. En sport, on parlera de handball et de football avec la 6e et dernière journée des poules des compétitions africaines des clubs de fin pour le Doliba-Assi, tandis que le Stade malien Bamako en Ligue des Champions veut bonifier son avance en tête du groupe. Focus Santé de ce dimanche va évoquer la maladie de Thévenard, une maladie très très rare, héréditaire, qui se manifeste par une sécheresse de la peau, l'apparition des plaies, insensibilité à la douleur. Attention à ne pas confondre avec la lèpre. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Dimanche 15 février 2026, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue dans 13h dimanche, que nous ouvrons par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a co-présidé avec son colloque chargé de la réconciliation, l'ouverture de la session du comité de pilotage des mécanismes d'investissement en consolidation de la paix au Mali. Il s'agit pour le gouvernement et ses partenaires, notamment le Fonds pour la consolidation de la paix, d'analyser les activités réalisées et de réfléchir sur la programmation des activités à venir. Youssou Diakité nous fait le point. Le gouvernement du Mali est quotidiennement à pied d'œuvre pour la restauration d'une paix durable, gage d'un développement harmonieux. C'est dans cette orientation que travaillent les experts du comité de pilotage des mécanismes d'investissement en consolidation de la paix. Les activités sont réfléchies en partenariat avec le système des Nations Unies. Madame Hannah Singer, coordinatrice résidente et coordinatrice humanitaire du système des Nations Unies. Je suis sincèrement impressionnée par le leadership assumé par le gouvernement malien, un leadership visible, affirmé et incarné au plus haut niveau qui envoie un message clair. La consolidation de la paix est une priorité nationale et stratégique. Je remercie Leur Excellence le ministre des Affaires étrangères et la coopération internationale, ainsi que le ministre de l'État, pour leur présence aujourd'hui, malgré leur agenda très chargé, je suis sûre. Leur engagement personnel témoigne d'une volonté politique forte, condition essentielle à toute paix durable. Les activités du Fonds pour la consolidation de la paix sont analysées, revues et programmées sous la supervision du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il revient de passer en revue les projets du portefeuille du Fonds pour la consolidation de la paix, PBF, au Mali, mais aussi du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire. Les défis liés à leur mise en œuvre, mais aussi de formuler quelques recommandations. À cet égard, je me réjouis du lancement officiel du projet intitulé Investissement transfrontalier autour de la gestion de l'eau, de la sécurité climatique et de la consolidation de la paix dans les espaces frontaliers de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal, qui s'est tenu du 19 au 22 janvier dernier à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, lequel contribuera significativement à l'intégration de notre sous-région. Dans la même dynamique, je voudrais saluer également l'opérationnalisation prochaine du Fonds pour la stabilisation et la résilience au Mali.
Pour mémoire, les fonds pour la consolidation de la paix est un instrument financier des Nations Unies destiné à soutenir les pays confrontés à des risques élevés de conflits, de fragilités ou en phase de stabilisation. Au Mali, cet instrument constitue l'un des principaux mécanismes d'appui de l'ONU à la consolidation de la paix, à la stabilité et à la résilience. Radio Mali à Koulikoro et environ 102.4 MHz en FM. Dans la région du Méguéta, le projet Investir dans la jeunesse pour un système agroalimentaire résilient, solutions durables dans les domaines de l'horticulture, l'élevage et des technologies vertes a été officiellement lancé à Koulikoro. À terme, ce sont plus de 115 000 jeunes et femmes qui seront installés dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Ils vont bénéficier des actions du projet, notamment un projet financé par Agra à hauteur de 1 milliard 200 millions de francs CFA pour une durée de 3 ans. Un projet qui va permettre l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Le point, c'est avec Boubacar Sissoko depuis Koulikoro. Le meilleur investissement est celui consacré à l'épanouissement de la jeunesse. C'est tout le sens du projet Investir dans la jeunesse pour un système agroalimentaire résilient. Solutions durables dans les domaines de l'horticulture, de l'élevage et des technologies vertes. Il sera mis en œuvre par le consortium UNCPM, Ecotech Mali, Beta Gamma R&D. Abdoulaye Bamba, porte-parole du consortium. Concrètement, quelques résultats saillants attendus illustrent cette ambition. 42 000 PME dirigées par des jeunes et des femmes appuyées pour améliorer leur accès au marché. 6 000 jeunes formés aux pratiques horticoles durables et aux services agricoles alimentés par énergie solaire. 35 000 jeunes ayant accès à des opportunités de services agricoles. 500 jeunes diplômés des écoles agro-pastorales exploitant des fermes intégrées horticoles et avicoles. 39 000 emplois verts créés, dont au moins 15 000 emplois agricoles directs. Au-delà des chiffres, ce projet porte une vision, celle d'une jeunesse malienne entreprenante. Ce sont donc 115 000 jeunes qui sont bénéficiaires des actions du projet. Il couvre les régions de Koulikoro, Sigasso et Ségou pour une durée de 3 ans sur un financement d'Agra à hauteur de 1 milliard 200 millions de francs CFA. Fili Koulibaly, représentante d'Agra. C'est un projet qui est là et qui va vraiment contribuer à l'agriculture de façon durable parce que nous sommes dans l'optique que les systèmes alimentaires africains peuvent se développer avec les efforts africains et je pense que nous sommes beaucoup alignés avec les objectifs stratégiques de développement du Mali, le gouvernement du Mali, parce que nous mettons tous l'agriculture au cœur de la résilience et de la sécurité alimentaire. Le projet Investir dans la jeunesse pour un système agroalimentaire et résilient, solutions durables dans les domaines de l'horticulture, de l'élevage et des technologies vertes est porteur d'espoir. Il s'inscrit en droite ligne de la politique nationale de promotion d'emploi au Mali. Colonel Nama Keita, conseiller au gouvernorat de Koulikoro. Il s'agit non seulement de créer des emplois, mais aussi de bâtir une agriculture compétitive, résiliente et créatrice de valeurs ajoutées pour notre jeunesse. La mise en œuvre du projet permettra aux jeunes et aux femmes de s'épanouir dans les domaines de l'horticulture, de l'élevage et des technologies vertes pour faire face aux aléas du changement climatique. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour l'OATM. Oui, Boubacar Sissoko, il y a un autre domaine où les aléas du changement climatique perturbe énormément. Il s'agit du domaine des transports. Et pour en parler, notre invité de ce 13h dimanche est le directeur général des transports, Mamadou Tchornosso. Bonjour, monsieur le directeur, bienvenue. Bonjour. Alors, vous venez de tenir la 22e réunion annuelle des services des transports. C'est de quoi il s'agit réellement? Vous savez, il y a des coutumes chez nous, au ministère des Transports et des Infrastructures, d'organiser les sessions du conseil d'administration de ces services et les réunions annuelles à ce qui concerne la direction des routes et la direction des transports. À ce qui concerne les services de transport, il y a tous les services du ministère des Transports. Nous organisons la réunion annuelle des services de transport pour échanger sur les difficultés que nous avons reçues dans l'année en cours. Ensuite, ce qui a pu être réalisé et ensuite les perspectives. Voilà, il s'agit de cela. Et nous étions dans la délégation de l'ASECNA dans la zone aéroportière où chacun a planché, surtout que vous savez, cette année, en tout cas l'an 2025, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de transports à souffert de crises sécuritaires et aussi souvent des aléas climatiques.
Vous rappelez, en août 2024, sur le porte-fluide de cette nuit, le pont de Kassaro a été vraiment endommagé dans son tablier. Alors que c'était l'avant-veille de la semaine qu'on devait relancer le trafic à peu près directement. Donc avec ce problème de pont de Kassaro, donc c'était d'abord... Justement, nous en sommes avec la relance du trafic ferroviaire. Très bientôt, dès lors que le contrat de la construction de ce pont de Kassaro a été attribué, les travaux vont commencer, je pense, au mois de juillet, pour que nous puissions avoir ça très rapidement. En tout cas, nous, dans nos pipes, en 2026, nous comptons reprendre ce trafic ferroviaire. Idem pour le transport fluvial qui est à l'arrêt suite en tout cas au sinistre causé par sur le bateau de Tombouctou. Des dispositions sécuritaires sont en cours, ça ne dépend plus seulement du ministère du Transport. Et pour que nous puissions, donc le thème pour nous cette année, c'était il fallait être beaucoup plus résilient. La résilience de la logistique et du transport pour assurer l'approvisionnement du pays. Vous ne pouvez pas savoir que la mission du système d'approvisionnement du transport, c'est d'anticiper les crises, de s'y adapter et d'assurer vaille qui vaille l'approvisionnement continu du pays. Justement, à ce niveau, bientôt c'est le mois de Ramadan. En maintenant les coûts, vous savez, malgré le problème sécuritaire, malgré la crise qui a été faite, qui ne dépend pas seulement de notre seul pays, les plus hautes autorités ont dit que le prix du carburant ne va pas évoluer. Alors que tout était là pour que ça puisse évoluer. Oui. Donc, la mission du système, c'est d'assurer l'approvisionnement en maintenant les coûts acceptables, dans des délais acceptables, parce qu'il ne faut pas qu'on amène le carburant et c'est 3 mois après qu'il y a le carburant. Voilà, donc il y a eu beaucoup de sacrifices. La fourniture continue. Et le tout dans la sécurité. C'est cela qui est fait. Donc, on s'est rendu compte où on a perçu actuellement encore que la résilience, le transport, la logistique dépasse le seul cadre du ministère du Transport. C'est un enjeu national, c'est une priorité nationale. Donc nous sommes un pays sans littoral. Donc nous sommes, pour avoir accès à la mer, nous allons utiliser le corridor extérieur. Et nous allons franchir des frontières avec les problèmes qu'il faut. Et avec des postes de contrôle qui sont implantés l'un par l'autre, avec d'autres difficultés avant l'arrivée même au port, pour charger et revenir. Et c'est un parcours de combattant, c'est une gymnastique qui est là, qui fait qu'aujourd'hui, le Mali, nous avons pris conscience de cela, et que, bien sûr, depuis les premières heures d'indépendance, les premières autorités ont voulu diversifier nos points d'approvisionnement en mettant des entrepôts dans les ports de transit qui sont par là, et pour un peu amoindrir la charge sur la marchandise du Mali. 2025 a été une étape importante pour cela. Ça a mis en avant le rôle stratégique prépondérant du ministère des Transports à travers la DGTE, les entrepôts du Mali. Vous savez, tous les entrepôts n'ont pas les mêmes activités, mais l'État les maintient pour que le jour où nous devrons passer par tel corridor, pour que nous ne reprenons pas le tout à zéro. Voilà. Donc vraiment c'est par rapport à cela. Et pour l'année, pour la simple histoire, on a dépassé des records. Quand même il y a des problèmes. Il y a plus de 7 440 000 tonnes de marchandises qui ont été importées du Mali. Voilà. Souvent des difficultés, souvent avec des tirs nourris, des terroristes, des gens qui sont tués, voilà, des matériels qui ont été brûlés, des sinistres par-ci par-là. Malgré tout, les Maliens étant résilients, les Maliens croyant à la force du travail, donc le Mali a été approvisionné. Justement, vous parlez de résilience, monsieur le directeur général, c'est bientôt le mois de Ramadan. À ce niveau, est-ce que les dispositions sont prises pour assurer la continuité, la fourniture aussi des produits de première nécessité? Bien sûr, le ministre du Commerce nous a rassuré par rapport à cela. Et nous suivons tous les jours, nous savons quelle est la quantité de marchandises qui rentrent au Mali, quel est le nombre de passagers qui sortent, qui rentrent sur le voie terrestre, qu'est-ce qui sort du Mali. Donc nous avons donc il n'y a pas péril dans la demeure. Nous savons que le pays est approvisionné. Les dernières premières nécessités sont disponibles dans les entrepôts, dans les magasins et dans les points de commerce. Aujourd'hui, quand on parle transport aussi dans notre pays, on ne peut pas parler de ça sans évoquer justement cette coordination entre les services de transport de la Confédération AES. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette Confédération Transport AES? Sur le plan politique,
tout va bien sur le plan politique. Les directions des routes, les directions des chemins de fer, les directions des transports, les directions du secteur routier, les systèmes économiques sont en train de parler entre eux. Le problème principal qui est là, s'il y a échec dans l'AES, c'est cela, la difficulté de passage aux frontières. Un Malien qui va au Burkina va payer de l'argent aux policiers, aux gendarmes du Burkina. Un Burkinabé qui va au Mali va payer des sommes d'argent à cela. Cela n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Mais il faut bannir cela. Il faut bannir cela. Les tracasseries routières, les tracasseries des forces de l'ordre au niveau du passage frontalier. On peut faire un contrôle sérieux, sans payer de faux frais. C'est là le problème. C'est là le problème fondamental. Et j'ai toujours dit, pour que l'AES puisse être viable, pour que nous puissions être en synergie, qu'il y ait une certaine coordination, il faut que les Maliens qui veulent aller au Burkina puissent aller. Bien sûr, nous sommes en insécurité, qu'ils subissent le contrôle, mais qu'il n'y ait pas de raquettes. Là, c'est le problème fondamental, le passage des frontières et les tracasseries abusives avec le paiement des faux frais. Et là, il faut une volonté politique forte pour cela. Et cela ne dépend pas du ministère des Transports et des Activités sociales. Monsieur le directeur général, c'est vrai que vous vous occupez des transports, mais qui parle des transports parle évidemment des routes. Aujourd'hui, avoir l'état des routes au Mali, est-ce qu'on peut se rassurer que la continuité sera toujours de mise? Oui, vous savez, tous les ans, il y a une enveloppe budgétaire qui est allouée à la direction générale des routes pour que les routes puissent être maintenues en bon état. J'avoue que c'est insuffisant, c'est largement insuffisant. L'État ne peut donner que ce qu'il a. Il y a à côté de cela un système qui a été fait pour que celui qui dégrade le réseau routier puisse payer, tout celui qui fait les usages puisse payer. Et nous qui utilisons le réseau routier pour que nous puissions contribuer à l'entretien routier. Les péages là, il y a les charges à l'essieu qui sont là pour appuyer, pour financer l'entretien routier. Donc vous savez, la demande est plus forte que ce que le péage peut donner, ce que le fondateur routier peut donner. Et voilà, l'État fait ce qu'il peut pour donner un appui, mais c'est les pays vastes, vous savez. Les pays vastes, le réseau routier est étendu. Pour maintenir ces réseaux routiers en bon état, par des aménagements, il faut au moins investir plus de 86 milliards par an, au moins sur 3 ans, pour avoir une capacité pour mettre les routes en bon état, très bon état de fonctionnement. Et en ce moment, après, dans les 5-10 ans à venir, il y aura toujours un petit entretien. Les besoins de nouvelles constructions, d'infrastructures routières, pour que Bamako soit lié drastiquement à toutes les régions, pour qu'entre les régions, il y ait une interconnexion à travers le réseau routier. C'est plus de 3 000 milliards de francs CFA. 3 000 milliards de francs CFA. Et pour les réseaux routiers, il faut 1 900 milliards pour de nouvelles constructions de chemins de fer, les réseaux ferroviaires, je veux dire, non seulement les réseaux qu'on connaît déjà, et c'est d'autres réseaux qu'on doit développer vers la Guinée, vers le Burkina, pour aller vers le Niger. En tout cas, ce qui concerne le domaine du Mali, on a besoin de 1 900 milliards de francs CFA pour développer notre réseau ferroviaire ici. Avant d'avoir tout cet argent, nous, usagers, nous contribuons aussi à la dégradation des routes. Quel est justement ce message pour les usagers qui dégradent de jour en jour? Il y a la loi qui est là pour réprimer tout ce qui est dégradation routière. Et il faut d'abord le constater. Il y a une brigade qui a été créée au niveau de la direction générale des routes. Il y a aussi tous ces citoyens, c'est le rôle, c'est le devoir de tous ces citoyens de dénoncer une pratique qui contribue à détruire son patrimoine. Le patrimoine, ce n'est pas seulement les routes. Il y a des gens qui vont casser, qui vont causer dommages aux poteaux électriques, aux installations électriques, aux addictions d'eau ou à toutes sortes de choses. Voilà. Donc, les citoyens doivent apprendre maintenant à dénoncer cela. Pour les réseaux routiers, celui qui casse doit payer. La loi est vraiment très claire. Il y a une évaluation qui s'est faite. Et voilà, mais il faut savoir d'abord constater. C'est vrai que quand il y a le mariage chez Mohamed Sangaré, l'ancien Keïta, on se met à couper, à traverser la route avec des installations anarchiques. Ça, c'est vraiment le rôle de la mairie. Voilà.
si la mairie donne les autorisations, les gens, souvent, ils n'ont pas besoin d'autorisation. Quand il y a décès, on barre la route, on pense que c'est un bon droit. Voilà, donc toute la déviation est là, la congestion s'est créée, on n'a pas d'informations, sinon on pouvait dévier, éviter les secours d'or. Monsieur le directeur général, c'est le comportement général de nous Maliens. Vous venez de dire que c'est tout le service des transports qui s'est réuni. Et à vous entendre, on constate qu'il y a ce manque d'argent. Comment faire face à tous ces défis avec peu d'argent? Oui. Vous savez, avec peu d'argent, nous avons importé plus de marchandises que l'année dernière. Avec peu d'argent, nous avons délivré 104 000 permis de conduire contre 101 000 l'année dernière. Nous avons délivré 97 000 cartes grises contre 86 000 l'année dernière. Nous avons délivré 54 756 cartes de transport contre 49 000 l'année dernière. Donc, c'est sûr, tous les ans, l'effectif va augmenter parce que le nombre de personnes qui vont avoir 18 ans vont développer. On souhaite que le maximum de Maliens aient les moyens de payer des véhicules. On souhaite que, voilà, tous les ans que les gens aient beaucoup d'argent. Mais ce que l'État donne, chaque service se contente de cela, malgré que les projets que nous développons, que nous présentons, qui sont peaufinés, qui sont cogités dans la direction, tout le monde pense que son projet prioritaire est de droit financier, mais le Trésor, le ministère de l'économie et des finances ne peut donner d'après eux-mêmes que ce qu'ils ont planifié. Voilà. Et monsieur le directeur, un dernier mot sur l'état des transports dans la ville de Bamako. Comment vous comptez désengorger tout ça? Parce qu'on sait qu'il y a les engins à deux roues, d'autres moyens de transport qui se greffent à l'existant. Oui. Comment faire? Dernière question. Oui, le problème principal est que nous sommes dans la capitale du Mali, nous sommes à Bamako, mais qu'on veut conserver les mêmes habitudes comme si nous étions au village, vous savez. Quand les gens viennent, les artères, toutes les grandes artères de Bamako ont une emprise suffisante pour faire le maximum de voies. Toutes ces artères. Mais si l'investissement ne vient pas, les gens vont squatter, on fait un kiosque par là, on va vendre les froufrous par-ci par-là. Oui, de ces Baba Diarra pense qu'il a raison. Oui, il pense qu'il a raison. La personne va faire 2-3 ans, occuper 5 ans l'emprise, et le jour où on va faire un projet d'envergure, il s'attend à être dédommagé. Ou déjà l'emprise aéroportière, l'emprise ferroviaire a été squattée pendant des années, souvent même par des autorités, des gens qui ont une certaine ascendance, voilà, mais qu'on ne comprend pas qu'on puisse le dégager. Et puis voilà. Et puis c'est ce qui est le plus marrant aussi, qu'il faut aujourd'hui, chacun doit mettre la main à la pâte. Faisant quoi? En s'acquittant de ses impôts. Pour l'usage de la route, c'est quoi? C'est avoir un permis de conduire, c'est avoir une carte grise, mettre les plaques, porter les casques pour te sécuriser parce qu'on a besoin de tout un chacun. On ne veut pas qu'il y ait de sinistrés. Un ingénieur qui prend la moto, qui a les pieds bras cassés, ça nous fait moins d'ouvriers. Oui, un ouvrier qui a le problème par là. Un chef de famille, la famille peut tomber dans la précarité puisque c'est le chef de famille qui doit aller travailler pour amener de quoi subvenir à la femme. C'est là. Et aussi, ceux qui doivent faire le contrôle routier doivent le faire de façon réelle. Oui. On ne peut pas comprendre qu'un porteur d'uniforme qui est sur la circulation routière, qui contrôle et qui lui-même ne porte pas de casque. Et que lui-même, sa moto ou sa voiture n'a pas de plaque d'immatriculation. Voilà. On ne peut pas comprendre qu'un homme qui a une certaine autorité, qui pense que le policier ne doit pas l'arrêter, parce que je parle d'un officiel, voilà, qui circule avec CH. Ils mettent une couleur et puis il pense qu'il est dans le bon droit. Il donne le mauvais exemple. Les gens les regardent. Il est chef de famille, il est une autorité. Il a ce plein pouvoir là aujourd'hui, mais il ne donne pas le bon exemple. Moi, je pense que si cette prise de conscience est faite, nous aurons moins de problèmes dans plusieurs domaines du Mali. Merci beaucoup, Mamadou Tchernosso. Je rappelle que vous êtes le directeur général des transports. Nous étions avec vous pour évoquer l'état des transports dans notre pays, dans la Confédération AES et les grandes lignes de ce moyen au niveau des transports. En fait, on ne peut pas tout dire dans une édition de 13h dimanche, mais merci d'être passé nous voir. On va juste dire et retenir une phrase que vous avez lâchée. Les gens veulent toujours vivre à Bamako comme s'ils étaient au village. Actualité hors du pays. En Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé la tolérance zéro contre les infractions routières majeures suite
au début d'année meurtrier avec quelques 500 accidents en 6 semaines et plus de 160 décès, soit 4 morts chaque jour en moyenne qui ont été enregistrés, alors qu'en 2024, la Côte d'Ivoire avait enregistré 12 000 cas d'accidents et 1300 décès. Le 39e sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier, samedi, à Addis Abeba, et les travaux se poursuivent aujourd'hui, mais cette fois-ci en huis clos. Ce sommet intervient dans une période de défi sécuritaire majeur, avec un accent sur des solutions africaines aux problèmes du continent. Désormais à la tête de l'Union africaine, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui prend donc la présidence tournante de l'organisation. Il remplace le président de l'Angola, João Lourenço. Pour en parler, nous sommes en direct avec Lansine Keita. Lansine, bonjour et bonjour, bienvenue. Ousmane Daou. Quels sont alors les enjeux de ce 39e sommet, même si on connaît déjà que l'organisation a changé de présidence? Les débats sont dominés par la problématique de l'eau à l'heure des changements climatiques qui frappent le continent africain. Le thème principal est l'accès durable à l'eau et à l'assainissement, crucial pour l'agenda de développement du continent. En effet, 400 millions d'Africains n'ont pas accès à une source d'eau sûre. Autrement dit, un Africain sur 4 n'a pas accès à l'eau. La situation est alarmante dans certains pays qui font face à des crises hydriques en lien avec l'augmentation de la demande, de l'urbanisation accélérée et des impacts croissants du changement climatique matérialisés par des sécheresses prolongées, des inondations catastrophiques, des baisses de la production agricole et l'augmentation des risques sanitaires. Les chefs d'État abordent également les questions relatives à la paix et à la sécurité à l'image des conflits armés en République démocratique du Congo et au Soudan. C'est pourquoi le président de la Commission de l'Union africaine, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssef, a pointé du doigt le bouleversement de l'ordre international. Il estime que le multilatéralisme est mis à rude épreuve et il a appelé à renforcer l'intégration politique et économique de l'Union africaine. Ousmane Daou, la diplomatie est aussi au cœur de ce sommet avec les réformes institutionnelles et la participation de l'Union africaine au G20. C'est un sommet ordinaire qui examinera l'ensemble des problèmes liés au processus de développement du continent. Avant de terminer, il faut signaler que le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a succédé à João Lourenço à la tête de l'organisation. Je rappelle que João Lourenço était le président de l'Angola. Merci Lansine Keita pour ces explications sur ce 39e sommet de l'Union africaine. Nous allons nous tourner vers le Nigeria où on a connu un week-end meurtrier. Pour en parler, nous recevons Mohamed Sangari en direct dans ce journal. Mohamed, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Ousmane Daou. C'est 46 personnes qui ont été tuées lors d'attaques coordonnées visant 3 villages au centre-ouest du pays. Et cette fois-ci, les terroristes ont changé leur façon de faire, sinon de logistique. Au total, on a décompté, selon les autorités nigériennes, 41 motos transportant chacune 2 à 3 hommes armés. Alors, que veut faire le Nigeria pour stopper cette escalade qui sévit dans le pays depuis quelques semaines? Ousmane Daou, il faut savoir que le scénario est désormais rodé des villages incendiés, des exécutions sommaires et une population en fuite. À Konsogo, les assaillants ont laissé derrière eux un paysage de désolation. 38 personnes ont été tuées par balles ou égorgées, rapporte une source humanitaire précisant que le village a été rasé à 80%. Au total, 3 localités, vous l'avez dit, du district de Borgou ont été visées, portant le bilan provisoire à près de 50 morts. Cette recrudescence de la violence place le président Bola Tinubu sous une pression internationale croissante. Les États-Unis, par la voix de Donald Trump, ont qualifié la situation de génocide visant la communauté chrétienne, dénonçant l'inertie des autorités nigérianes. Si le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a récemment revendiqué ses premières actions sur le sol nigérian, le pays reste fragmenté par des crises multiples, séparatisme au sud-est, rats des masses au nord et conflits fonciers au centre. L'enlèvement puis la libération de 250 enfants à Papiri en novembre dernier illustre la vulnérabilité extrême des zones rurales. Aujourd'hui, les dignitaires de Borgou n'ont plus qu'une exigence, la présence de l'armée pour stopper une hémorragie qui menace désormais
de gagner les régions les plus stables du pays. Abuja et la majorité des experts nient fermement Ousmane Daou les violences touchant en général indifféremment chrétiens et musulmans. Merci Mohamed Sangaré pour ce point sur le Nigeria. Dans un instant, le sport. L'actualité sportive est marquée par la Ligue de handball du district de Bamako qui va jouer ce dimanche les finales de son championnat cadet filles et garçons, tandis qu'en football, c'est la compétition africaine des clubs qui dominent les débats. Le point, c'est avec Famourou Djourté. Football, Coupe de la Confédération de la CAF. Les Rouges de Bamako comptent bien quitter la compétition sur une victoire. Ils se sont fixés comme objectif, à l'issue de la 4e journée qui avait scellé leur sort dans le groupe A, de trouver enfin le chemin des filets et offrir une victoire à leurs supporters. Le premier défi a été relevé lors de la 5e journée face à l'Olympique Club Safi du Maroc. Grâce à un pénalty transformé par Aboubakar Diarra Senior, les Djoloubis ont mis fin à une longue disette de 10 matchs sans marquer en phase de groupe des compétitions interclubs de la CAF. Reste désormais le second objectif. Une victoire du Djoloba AC contre le FC San Pedro ce dimanche au compte de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération lui permettrait non seulement de remercier le public rouge pour son soutien constant, mais aussi d'éviter la dernière place du groupe. La 6e et dernière journée de la phase de groupe prend fin ce dimanche. Plusieurs clubs encore en course vont devoir s'imposer pour espérer poursuivre leur aventure continentale. Dans le groupe A et C, la situation est plus stable. Les qualifiés sont connus avant le coup d'envoi de cette dernière journée, mais le groupe C réserve un enjeu particulier. CRS Belouizdad, leader du groupe avec 12 points, doit affronter l'AS Otoho d'Oyo, son dauphin, à 9 points. Pour le leader, une contre-performance pourrait compromettre sa position en tête du groupe, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur cette rencontre. Le groupe B offre également une bataille stratégique. Wydad Athletic Club du Maroc, 12 points, recevra Azam FC de la Tanzanie qui a 9 points et dispose d'une forte probabilité de se qualifier. Cette confrontation sera suivie de près par l'AS Maniama Union de la République démocratique du Congo, 9 points, qui reste en lice pour une qualification à distance et devra surveiller le résultat de Wydad pour espérer continuer l'aventure. Le groupe D concentrera toute l'attention avec Al-Masri d'Égypte à 7 points, Zamalek du Caire à 8 points et Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud à 10 points. 3 clubs se disputent 2 billets pour la phase suivante. Al-Masri est dans l'obligation de battre Zesco United tout en comptant sur un faux pas de l'un de ses concurrents pour rester en course. De son côté, le choc entre Kaizer Chiefs et Zamalek représente une rencontre à haute intensité où chaque détail pourra faire basculer la qualification. En Ligue des Champions, la liste des équipes qualifiées pour les quarts de finale se rallonge. Il ne reste plus qu'une place pour les quarts. Ce sera soit l'AS FAR du Maroc, soit Young Africans de la Tanzanie. La liste sera complète ce dimanche à la fin des derniers matchs de la 6e journée de la phase de groupe. Les qualifiés sont pour le moment Pyramide FC d'Égypte, Al-Ali d'Égypte, Stade Malien de Bamako, Al-Hilal de Libye, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Espérance Sportive de Tunis et la Renaissance Sportive Berkane du Maroc. Pour son dernier match de groupe, le Stade Malien s'est incliné hier samedi en Tanzanie 1-0 devant Simba Sporting Club. Une défaite qui n'a aucune incidence sur le classement dans le groupe A. Les Blancs gardent leur première place devant les Tunisiens de l'Espérance. La Ligue de handball du district de Bamako organise ce dimanche les finales de son championnat cadet filles et garçons. Après des demi-finales disputées, l'heure est désormais aux ultimes explications pour le sacre. Chez les filles, le lycée sportif Ben Omar Sy affrontera le centre omnisport de Missabougou. Du côté des garçons, le centre omnisport de Missabougou croisera le fer avec le centre omnisport de Lafiabougou. Une affiche équilibrée entre deux équipes réputées pour leur discipline tactique et leur combativité. Les deux finales du championnat cadet filles et garçons de la Ligue de handball du district de Bamako se jouent ce dimanche 15 février 2026 à partir de 15h30 sur le terrain de l'INGS au stade du 26 mars. Focus Santé. Et Focus Santé de ce dimanche va nous parler d'une maladie héréditaire appelée maladie de Thévenard. Elle est presque. La maladie présente les mêmes signes cliniques que la lèpre, mais avec une sécheresse de la peau, l'apparition des plaies au niveau des pieds, des mains et l'insensibilité à la douleur. C'est quoi la maladie de Thévenard? Koumba Sissé nous en dit plus. Mais attention, prenez vos gardes car cette maladie, pour soigner, elle est coûteuse et longue.
Impuissante face à la maladie, la petite Fatoumata voit ses rêves brisés. À 8 ans, elle ne fréquente pas encore l'école car elle souffre d'une pathologie congénitale rare appelée maladie de Thévenard, un mal qui l'affecte depuis qu'elle tétait. Beidare Abdoulaye Cissé, père de Fatoumata. Sur l'index, j'ai remarqué un petit bouton qui vraiment, je vois que ça est en train de prendre du pu. Donc par là, j'ai une sœur de l'amener à Bamako. Les premiers diagnostics que nous avons remarqué, quand même, on avait dit qu'elle avait l'insensibilité à la douleur. Aujourd'hui, elle a l'âge de scolarité. Moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas pu l'inscrire. Pourquoi? Par rapport à ce déficit. Professeur Adama Diko, dermatologue. La maladie de Thévenard ou acropathie ulcérative dégénérative, les neurologues l'appellent une neuropathie primitive héréditaire, qui est due à un déficit des nerfs périphériques. Et les nerfs périphériques, c'est essentiellement au niveau des mains et des pieds. Ces gens qui ont ces maladies héréditaires, soit il y a un gène malade chez la maman ou le papa, donc il s'agit d'une dégénérescence qui va progressivement. Souvent, c'est depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans, et souvent, ça peut arriver vers les 10 ans, bien vers les 15 ans, et ça dépend de la forme. Sécheresse de la peau, apparition des plaies au niveau des pieds et des mains, et insensibilité à la douleur sont les principaux symptômes de cette pathologie dont la forme grave commence très tôt. Professeur Adama Diko. C'est une maladie, le diagnostic souvent difficile. Même les spécialistes souvent passent à côté. À plus forte raison, les généralistes. L'interrogatoire, déjà, la personne va nous dire effectivement, ça commençait par des petites ulcérations, je ne sentais pas, je marchais. Souvent, je peux marcher, je pensais que j'avais les chaussures, je peux me blesser, je ne le savais pas. Cette progression, déjà, sans notion de diabète ou aussi sans notion aussi de lèpre, parce que le plus souvent les gens le prennent pour une lèpre. Mais là, on sait la différence, c'est que dans la lèpre, il y a une tache hypochromique, une tache insensible, il y a aussi l'hypertrophie des nerfs. Sur le plan biologique, malheureusement au Mali, nous n'avons pas. Donc il faut faire le karyotypage. Et le karyotypage, c'est pour chercher les gènes qui sont responsables, qui sont malades. Présentement, nous avons une équipe de la neurologie qui fait ce karyotypage. Nous avons déjà 2 cas qui ont été déjà confirmé, mais ça prend du temps souvent, ça peut faire 1 année, ça peut faire 2 ans souvent, avant qu'ils ne reçoivent les résultats. La prise en charge de la maladie de Thévenard est un parcours de soins à la fois long et coûteux. Professeur Adama Diko. Au début, ça commence par des petites ulcérations. Après, ça progresse, ça vient des ulcérations qui sont chroniques. Et après avoir atteint la peau, les muscles, après les muscles aussi, c'est les os. Et les os, plus ils sont infectés aussi, donc il y aurait des mutilations. Mutilation au niveau des doigts, mutilation au niveau des orteils. Et ces mutilations aussi, si c'est progressif avec la surinfection, ça peut aller jusqu'à la cheville. C'est une maladie qu'il faut dire que la mobilité n'est pas du tout effondrée, mais c'est surtout la sensibilité. C'est des gens qui peuvent se blesser, choses comme ça, mais ils marchent pensant qu'ils ne sentent pas. Quand vous avez cette maladie et que c'est progressif, donc chaque fois qu'il y a une ouverture, une ulcération, il faut la traiter pour qu'elle stoppe. Beidare Abdoulaye Cissé, père de Fatoumata. Grâce à Dieu, grâce au soutien de gens, c'est que le peu que je gagne, j'arrive à subvenir aux besoins nécessaires. Mais pour cette fois-ci, depuis que je commence à venir, c'est ces derniers temps que j'ai rencontré des difficultés par rapport au financement, il faut dire. Les personnes atteintes de la maladie de Thévenard se trouvent généralement dans une situation handicapante, comme le cas de la petite Fatoumata, qui a aujourd'hui du mal à se déplacer. Ses doigts déjà amputés, elle souffre d'une plaie chronique au niveau de son pied, dont le traitement est toujours en cours. Attention à la maladie de Thévenard. Il est 13h40 à Kona et région de Mopti. La même heure à Dramane et Samégar. Les 2 localités sont situées dans la région de Kaye. Ce journal prend enfin 13h dimanche. Mais restez sur vos positions d'écoute dans un instant. Lansine Keita sera là pour la rétrospective de l'actualité de la semaine. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Dao. J'aurai toujours le même plaisir de vous retrouver demain pour 13h lundi. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. La mise en ligne à Madisso et réalisation Siedou Traoré. Et le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez avec Fademba Keita. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Bonne semaine à venir à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir
et bon dimanche.